Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Johanna Halimi, alias Les Jardins de Nana, l'une des plus grandes spécialistes du sourcil, voire du regard, en France. Aujourd'hui, elle a 3 enfants, plusieurs instituts, un centre de formation, a développé son activité de facialiste et a une vision de l'échec et du rebond qui me parle beaucoup. Hello Johanna. Hello. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es tombée dans le sourcil. Je sais pas si ça se dit, mais on se comprend. Comment je suis tombée dans l'esthétique? Déjà, c'est une passion. C'est viscéral. J'ai commencé l'esthétique il y a 25 ans. Donc là, j'ai 44 ans, donc ça fait pas mal de temps. Je suis issue d'une famille de kinés, ils travaillent dans le paramédical. Donc déjà toute petite, j'étais dans les cabines. Et dans le bien-être. Et donc j'assistais aux séances de mes parents, je restais là, je regardais. Donc j'ai tout de suite, depuis le début, eu un rapport avec le corps et l'être humain qui était un peu différent. Ouais. Et ça m'a toujours passionnée. En ce qui concerne l'esthétique, j'adorais me maquiller. Déjà toute jeune, je faisais la collection de mignonnettes de parfums, de maquillage. On est toutes les mêmes, c'est dingue. Vraiment. Hein, Est-ce que tu avais la tête à coiffer là? J'avais tout. J'avais tous les petits échantillons de parfums dans ma bibliothèque, des savonnettes, du maquillage. Je me suis acheté du maquillage très jeune. Et il y a on va dire à 35-40 ans, il y avait pas cette folie de YouTube où les jeunes se maquillaient très tôt. Moi, mes parents me faisaient un petit peu la gueule lorsqu'elles me maquillaient. Et puis on savait pas du tout se maquiller aussi. On savait pas, mais j'adorais. Ouais. Et pour moi, ça a été, lorsque j'ai ouvert les Jardins de Nana, ça a été en vrai une thérapie, ça a été thérapeutique. C'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis, c'est ce qui m'a permis de prendre confiance en moi. Le fait qu'une cliente se regarde dans un miroir et qu'elle me dise « Waouh, merci », pour moi, à chaque fois, c'était me donner une dose de bien-être. Donc en fait, je suis tombée dans l'esthétique déjà par passion. C'est un domaine qui me passionnait particulièrement. J'ai avancé là-dedans parce que chaque jour, chaque cliente, c'était une boule d'énergie en plus. Et pourquoi le sourcil Alors le sourcil, tu sais, lorsque tu fais quelque chose et que tu te plantes dès le début, pour toi, ça devient quelque chose. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Et pour le sourcil, en fait, pour t'expliquer, j'ai fait mes études à l'étranger. Okay. Et quand j'ai commencé à étudier, très vite, j'ai ouvert dans ma chambre, dans mon appartement, une petite cabine d'esthétique. Ok. Et donc, il y avait un petit canapé rouge. Donc, il y avait mon lit, parce que c'était dans ma chambre. J'avais mis une table de massage, un petit canapé rouge. J'avais fait des petites cartes de visite avec Betty Boop, parce que j'ai toujours été un petit peu rétro. Et donc, les gens collaient la carte de visite sur le frigo et ils m'appelaient. Au bout de 2-3 semaines, ça a explosé. Alors, imagine-toi mes colocs, qui étaient pas hyper contentes parce qu'il y avait la queue dans le couloir. Ah, putain. Et je travaillais. En même temps que je faisais mes études d'esthétique, je travaillais. Et un jour, je croise ma mono qui m'avait toujours effrayée. Et elle me dit, alors Johanna, tu fais quoi maintenant? Et je lui dis, écoute, je fais de l'esthétique. Elle me dit, très bien, je prends rendez-vous pour les sourcils. Le truc, c'est que j'avais pas encore étudié les sourcils en cours. J'avais pas étudié les sourcils en cours. Drame. Et elle me dit, je peux venir quand? Moi, je me démonte pas. Je lui dis, quand tu veux. Elle m'appelle, je réponds pas. Je suis effrayée, elle m'appelle et au bout de 3 jours, elle tape à la porte de l'appartement et elle me dit c'est moi, est-ce que tu peux me faire des sourcils? Je vais pas lui dire non. Bah oui. Donc je l'allonge, je me concentre, je ferme les yeux et je me dis allez vas-y Jo. Mais donne tout ce que t'as. Je lui épile les sourcils. Je n'avais jamais épilé un seul sourcil de ma vie. Je n'avais aucune notion de la restructuration. Elle se regarde dans le miroir, elle me dit vraiment, ça fait des années que je fais mes sourcils. T'es la meilleure, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et du coup, ça m'a donné tellement confiance en moi que je me suis dit, c'est une évidence. Et puis après, j'ai commencé à ne faire que des sourcils à tout le monde, à ne plus regarder les gens dans les yeux, mais au-dessus des yeux. Ouais, j'imagine. Et en plus de ça, ça doit être super dur de le faire à l'envers, en fait, tu vois. C'est tout con, mais moi, quand je m'épile les sourcils, je me regarde face à un miroir. Toi, t'avais quelqu'un allongé. Oui, mais comme je fais de l'épilation au fil, non, c'est pas compliqué. C'est de la technique, c'est savoir restructurer, c'est savoir regarder la cliente. L'épilation au fil, je suis face à la cliente. On va faire une avance rapide. C'est Magnéto, mais à l'envers, vers le début des Jardins de Nana. Ça explose tout de suite.
T'es pris dans un sort de tourbillon du succès au départ, c'est ça? Ouais, je m'y attendais pas du tout. J'étais écorchée. J'étais un petit peu abîmée par la vie, par tout en fait. Et puis je me suis lancée. Mon frère, j'ai un frère extraordinaire qui m'a dit Jo, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te lances. Je travaillais dans un institut que mes parents m'avaient ouvert. Ok. Et puis c'est compliqué de travailler avec ses parents et j'avais il fallait que je me sauve en fait. Il fallait que je me crée, que je me recrée, que je me soigne. Et mon frère m'a dit, écoute, si tu veux, il y a un local à Étienne Marcel, je peux me débrouiller pour t'aider et tu vas faire ça. Tu vas ouvrir ton salon. Et j'avais des idées bien arrêtées sur ce que je voulais faire. J'avais pas beaucoup d'argent. Je me suis débrouillée pour travailler un peu la nuit, pour trouver des clients et j'ai réussi à mettre de côté. Mon frère m'a aidé, ma maman m'a aidé. Et j'ai ouvert mon institut et je voulais déjà que ça soit au fil. Donc, très, très peu de gens pratiquaient l'épilation au fil il y a 15-16 ans. Je pense que ma mère sait même pas ce que c'est, en vrai. Je voulais un fauteuil à pédicure. Okay. C'est les fauteuils massants. Et je voulais un endroit girly, un peu rock, parce que je l'étais. Okay. Et que la cliente, lorsqu'elle rentre, se sente coupée du monde. Donc, il y avait une déco très girly, très mignonne, plein de couleurs, très pin-up. Et lorsque j'ai ouvert, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait cet engouement. Mais comme les techniques que je proposais n'étaient pas encore très connues, donc, et puis c'était le début du blogging. Okay. Et j'ai connu très rapidement Margot You Make Fashion. J'ai connu très vite Kenza de la revue de Kenza à l'époque. Et ces filles m'ont aidée, elles m'ont poussée, elles m'ont lancée, elles ont eu confiance en moi. Il y avait même à l'époque Sarah Souze, Sarah Pérez. Donc voilà, toutes ces filles-là qui elles aussi démarraient en fait dans le blogging et il y avait pas Insta, m'ont poussée. Il y avait pas Insta encore. Aïe. Elles m'ont poussée, elles m'ont fait des articles dans leur blog et il y avait c'était même le début de Do It in Paris. Elles m'avaient fait des articles. Donc en fait, j'ai commencé à avoir des articles de partout et ça a créé un engouement dingue. Le truc c'est que j'étais toute seule. J'étais toute seule et il y avait la queue. Donc il y a l'envers du truc. Ouais, ça devait créer de la frustration de pas pouvoir gérer un emploi du temps, un planning déjà chargé. Exactement. Ouais, c'est pas évident. Et moi, ça. J'aime dire oui à tout le monde parce que je suis une petite fille de commerçant. Dire non. Puis tu viens de commencer, merde. Oui. Tu peux pas te permettre en fait de. Et je sais pas dire non. Ouais. Je sais pas dire non. Donc ça a explosé. J'étais tellement fière et puis ça me faisait tellement bien, ça me rendait tellement heureuse que du coup ça m'a soignée quoi. Ouais, et puis t'es dans un élan de vie, de joie, de rencontre. Waouh. Et je vis ça depuis 15 ans maintenant. J'ai eu des moments qui ont été extrêmement difficiles, si tu veux on en parlera après, mais des moments qui m'ont détruite. Mais chaque jour, je suis tellement heureuse en fait de descendre parce que j'habite à côté du salon, du premier parce qu'il y en a d'autres maintenant, mais de voir le sourire des clientes qui ressortent ou lorsque je les ai entre les mains, qui me parlent, c'est simplement extraordinaire. C'est clair, c'est un très joli métier d'échange et c'est toujours beaucoup plus, tu sais, c'est comme les coiffeurs, oui, il y a l'aspect cheveux technique, mais enfin, ça peut changer la vie d'une femme, sa confiance en elle, c'est aussi une écoute, on sait très bien que c'est beaucoup plus que des sourcils en fait. Et donc, toi, tu exploses, ça cartonne, t'es dans une sorte de roue de hamster en avant. C'est la folie. Et il y a un moment où ça explose. Ça explose. Ouais. Il y a un moment où ça marche bien, où j'ai mes enfants, où je sacrifie ma vie de maman parce que j'avais appris qu'il fallait tout coûte que coûte avancer dans son travail, et puis aussi parce que je savais que pour moi c'était une sorte d'antidépresseur, une sorte d'antidouleur, que c'était comme une addiction. Donc le travail pour moi c'était une addiction, je faisais abstraction de tout et le travail c'était la priorité. Je me suis bien plantée. Parce qu'au bout d'un moment, ça marche, tu montes, et puis t'oublies l'essence de la vie, t'oublies que ta priorité aussi c'est ta vie de famille. T'oublies la douceur.
t'es emporté dans un tourbillon de folie, de stress. C'est très intéressant ça de dire qu'on oublie la douceur parce qu'on est tellement dans une énergie masculine d'aller de l'avant, putain, la douceur c'est l'essence même de l'importance de la vie, quoi. T'oublies de prendre soin de toi, ouais. T'oublies de te cajoler, et j'étais une machine de guerre. J'avais plus de sensibilité. Il fallait tellement que je reste focus sur mon travail, que je reste focus sur... J'étais seule. J'avais beaucoup d'employés. Et j'avais une charge mentale énorme parce que j'avais 3 petits-enfants, mais petits. J'ai eu mes enfants un peu tard, j'ai rencontré mon mari tard. Et du coup, ça en est devenu chronophage et ça m'a brisée. Du coup, j'avais plus la même approche avec ma clientèle. J'étais même parfois sèche. J'étais plus du tout dans le contact humain. J'étais plus dans la sensibilité. Il fallait que les choses soient faites tac, de manière un peu machinale. Et je me suis perdue. Et donc voilà, j'ai été prise dans un tourbillon de stress, de violence, de fatigue, d'énervement. Tu sais, une femme qui arrive plus du tout à gérer sa vie. Et puis, tu sais, moi, je suis croyante. Je pense que le bon Dieu t'envoie des épreuves, parfois pour te faire te rendre compte de la chance que tu as et te faire redescendre un peu sur terre. Et puis, bam, j'ai commencé à avoir des épreuves. Bam. Ça s'enchaînait. Toujours tout à la fois dans un sens ou dans l'autre, c'est dingue. C'était... ouais. C'était d'une violence. Je savais même plus quoi faire. C'était d'une violence sans nom. D'abord, j'ai eu de la violence sur les réseaux sociaux. Alors que pour moi, le réseau social, c'était mon ami, je trouvais ça sympa. Je rigolais, je faisais la faux folle, je montrais les clientes. Et puis bon, il y a toujours des gens qui sont un peu fâchés. Bam, les réseaux sociaux. Ma vie de famille qui part un peu en vrille, ça va pas avec mon mari. Bam, le salon, à force de tout vouloir gérer, d'être contrôle fric, au fil d'un moment, les clientes, elles ont besoin d'avoir cette connexion, elles ont besoin de se sentir... Elles ont besoin de se sentir uniques. Et non, j'étais dépassée, donc je pouvais plus leur donner ce que je leur avais donné pendant des années. Et je suis tombée. Je suis tombée. Un abîme sans nom. Un cauchemar. Je voulais tout arrêter. Je pouvais plus parler. Je pouvais plus communiquer avec mes clientes. Je pouvais plus communiquer avec mon mari. Je suffoquais. C'était trop difficile. Donc, j'ai été voir quelqu'un pour m'aider. Ça, c'est bien, c'est important de le dire. J'ai été m'inscrire au labo de l'acteur, au théâtre, pour apprendre à parler, parce que je pouvais plus être face à des gens, face à des clientes et leur donner des belles énergies alors que j'étais vide. Mais oui. J'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée par la violence de l'être humain. Je suis hyper résiliente. Tu me tapes, je me relève. J'ai une force qui fait que je crois en Dieu. Donc je me dis qu'en fait, c'est lui qui m'envoie ça et qu'il faut que je me relève. Parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un mari, parce que j'ai des employés qui comptent sur moi pour vivre. Mais qu'est-ce que c'est important, la religion, dans ce genre de moment ? On la désacralise tellement à l'heure actuelle, sauf que quand on croit à quelque chose de plus grand que soi, il y a quelque chose de très fort auquel se rattacher, quoi. C'est important de parler de ça. Bien sûr, je suis contente que t'en parles, tu vois. C'est que ce soit croire en un dieu ou croire en une divinité ou croire en une force. Il faut se rattacher à quelque chose et moi, ça m'a vraiment aidée. Donc, j'ai été au labo de l'acteur et j'ai rencontré une petite troupe de jeunes trop sympathiques. Et je me suis lâchée, j'ai parlé, j'ai explosé, j'ai vidé toute cette tristesse. Et je pense aussi une tristesse qui me suivait depuis l'enfance, tu vois, des névroses, des angoisses. Moi, je suis atteinte de troubles de TCA depuis mon plus jeune âge. J'ai été traitée de manière assez profonde pendant très très longtemps. J'avais pas mal d'addictions plus jeune. Et tu vois, je me suis battue. J'ai ouvert mon salon, ça a cartonné. J'étais fière. Et paf, je me prends une tarte. Et puis une autre. Et puis je fais confiance à des gens que j'aime profondément.
bam. Ça, c'est les plus grosses stars. Ça, c'est très violent, surtout quand c'est injuste, quand tu comprends pas pourquoi. Surtout, tu te dis, je me suis battue pendant des années. En fait, tu te rends compte qu'à ce moment-là, comme ça, tout peut partir. T'as le succès, t'as la notoriété, tout va bien pour toi, et puis, bam, d'un coup, tu descends très, 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 très bas. Et c'est là que tu prends une vraie claque et que tu comprends qu'en fait, faut rester fidèle à soi-même. Ouais. Faut pas écouter les autres. Tu vois, c'est là que j'ai lu les accords Toltec. Bravo. Et qu'en fait, faut rester humble. Faut pas trop monter ni se croire plus ou moins. Juste garder le vrai contact, la vraie sensibilité, la vraie douceur. La douceur. Et puis j'ai remonté. Alors que je pensais que plus rien n'était possible, que j'avais qu'une envie, c'était tout fermer, partir loin, très loin. Te reposer aussi peut-être. Ouais. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, Johanna, c'était quoi l'essentiel? Souviens-toi, pourquoi t'as ouvert l'Institut? Déjà pour faire du bien aux gens, pour te faire du bien à toi, ça faut pas l'oublier, et surtout pour prendre du temps avec les gens. Et ben j'ai refait ça. Je me suis reconnectée à moi-même et j'ai réappris à prendre du temps avec la cliente qui était entre mes mains pour qu'elle se sente unique, pour qu'elle se sente belle. J'ai recommencé à communiquer. Lorsqu'on vient m'interrompre, lorsque je suis en prestation, je dis je suis avec ma cliente. Ce que j'avais oublié depuis des années, parce que lorsque je dois gérer 25, 30 personnes, plus la cliente, le téléphone, c'était logique. C'était waouh, j'allais exploser. Donc je me suis reconnectée à moi-même. Et puis tous les jours, tu te prends des claques. Tous les jours. T'es entrepreneuse, donc malheureusement, c'est des montagnes russes qui ne finiront jamais. Mais je me dis, quand même, j'ai de la chance. Quand même, j'ai de la chance. Donc je continue et j'ai maintenant un objectif de vie. Chaque matin. C'est de faire en sorte d'être meilleure encore plus chaque jour. Bien sûr, meilleure dans ma manière de pratiquer, mais meilleure dans l'être humain que je suis. Que même s'il y a des choses qui me troublent, qui me blessent, parce que bien sûr, quand tu travailles dans un métier de service, tu vas avoir des gens qui ont une exigence très élevée, mais plus qu'une exigence, tu vas avoir des gens qui viennent avec toute leur rage, avec tout leur stress de la journée ou de leur vie, et qui te balancent tout ça en pleine face. Tu comprends pas. Et donc, tu dois supporter ça. Donc, j'ai appris justement à prendre de la distance et à me dire, waouh, je sais que c'est pas pour moi. Fais-lui un sourire. Installe-la. Fais-la respirer. Détends-la. Et souvent, ces femmes-là, c'est des femmes qui vont devenir hyper fidèles et qui vont rester très, très longtemps parce que tu auras compris qu'elles étaient juste à ce moment-là, pas au top. Et elles ont eu besoin juste d'une petite écoute, tu vois, juste de sortir de leur bulle de merde de l'extérieur. Et ça, tu vois, j'aurais été incapable de le faire au moment où c'était l'ébullition. Ouais. Donc, j'ai recréé tous mes salons. J'ai tout refait. Ok. Ouais. J'ai dit, on repart à zéro. Tu sais, quand changer l'énergie un peu. J'ai changé toutes les énergies. Tu vois, quand j'étais petite, j'étais vraiment une sale gosse. Et à chaque fois que j'avais une mauvaise note, je prenais mon cahier, je le déchirais. Ah oui, t'étais une sale gosse. Ouais, non, je le déchirais. Ma mère était obligée de m'acheter donc tous les jours un nouveau cahier. Et elle me dit, mais Johanna, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'erreurs sur mon cahier. Waouh. Elle me dit, mais Johanna, tous les jours, il y a des erreurs, mais garde les erreurs. C'est ce qui va te permettre de te rendre compte que tu as fait des erreurs et garde-les en mémoire et continue. Et tu auras après des bonnes notes. Je voulais pas. Je voulais prendre le cahier, déchirer, ou alors je déchirais la page parce que je voulais pas qu'il y ait de mauvaises notes. Grande perfectionniste, en fait. Complètement. Là, cette fois-ci, j'ai fait complètement différemment. Ouais. Je pense que c'est l'expérience et l'âge, la maturité. J'ai gardé le cahier déchiré. J'ai tout gardé. Et je me suis servi de tout, de toutes les erreurs. Je me suis servi de toutes les chutes, de tout ça. Je me suis servi du négatif, du positif, de toutes les expériences d'une vie entière. Et je peux te dire que j'ai 72 vies
pour recréer quelque chose qui me ressemble vraiment. Mhm. Donc j'ai fait des travaux dans tous mes instituts. J'ai changé les couleurs, j'ai changé les codes couleurs, j'ai changé le logo, j'ai changé les identités visuelles. J'ai fait tourner mes équipes. J'ai reformé mes équipes à plein de nouvelles prestations. Donc on a développé tout ce qui est facialisme. Ouais. Je les ai fait former au Cobido, au drainage lymphatique. Alors qu'avant on était vraiment plus spécialisés dans le sourcil. J'ai fait venir des professionnels en nail art pour les former en nail art. Et j'ai même fait un truc que j'aurais jamais imaginé faire. Moi, dans l'ébullition, j'ai créé des méditations guidées et lorsque mes clientes viennent faire un soin visage, je leur demande quel est leur état émotionnel, comment elles se sentent, comment elles ont passé leur journée et en fait, elles ont chacune une méditation en fonction de leur état. Ah, c'est génial, j'aime trop l'idée. Donc, je me suis remis sur Petit Bambou il y a 3 semaines. C'est très sympa, Petit Bambou. Très sympa. Donc, j'ai même mis du bois de palo et tout. Moi, qui étais vraiment je suis très cartésienne, je suis très terre à terre, je suis une orientale, quoi. J'ai les pieds qui s'envolent pas. Et ben, j'ai rajouté une petite approche holistique parce que moi, elle m'a fait du bien. Mmh. Et en fait, je me rends compte que c'est génial. Ça, dis donc, cette épreuve de dingue, tu me décris tous les symptômes du burn-out, notamment, ça t'a reconnecté à toi, ça t'a apporté beaucoup de douceur. J'ai l'impression que tu t'es recentré sur ce qui importait le plus pour toi, c'est ça? Complètement. Je me suis recentrée. Ça a dû changer ton approche en tant que maman aussi, j'imagine, non? Ça a changé en vrai, ça m'a changé. Ouais, tout court. Ça m'a changé tout court. Mmh. Je suis passée d'une personne à une autre. Alors, je vais pas dire Dr Jekyll et Mr Hyde parce que j'ai jamais été Dr Jekyll. Non, plus glamour, quoi. Mais je suis passée d'une boule d'angoisse, de stress, de peur, d'une écorchée, d'une personne qui avait passé toute sa vie le temps à cultiver la brûlure et la souffrance et l'autodestruction. À une personne, en fait, alors attention, je suis pas parfaite, hein, je me trompe encore beaucoup et chaque jour je me trompe, mais une personne je veux vraiment m'améliorer, tu vois, tout le temps. Je veux vraiment que ma vie, une bonne personne, quoi. Je veux que ce soit beau, je veux être mieux chaque jour et quand je fais une erreur, je me dis c'est pas grave, c'est pas grave, Jo, t'as fait une erreur, accepte. Et reprends, et continue, et reprends encore mieux, tu vois. Qu'est-ce qu'on se sent mieux en plus dans son cœur quand on accepte les choses au lieu de se battre en permanence contre. Mais tu te bats, tu te bats. La vie, c'est une bataille. De ouf. La vie, c'est une bataille. Je me souviens d'une époque où je pleurais chaque matin parce que je voulais pas descendre travailler, parce que j'avais peur de ce qui allait se passer. Chaque jour, c'était une épreuve, c'était d'une violence incommensurable. Qu'est-ce que tu dois apprécier à l'heure actuelle d'avoir des clientes contentes, d'avoir des sourires, de te dire waouh, j'ai traversé un truc de l'enfer, mais je suis passée à travers et je suis encore là. Si la toi de l'époque te voyait, la toi d'aujourd'hui, elle serait un peu rassurée, je crois, non? Déjà, elle serait rassurée. Mais je pense que, tu vois, on a des mois de chaque époque. Tu vois, on a des mois de chaque époque et je pense que chacune doit rassurer. Tu sais, comme les petites poupées. Les petites poupées russes. Tu vois, ça serait bien de faire des séances d'auto-hypnose pour repartir rassurer à chaque fois une petite fille que tu es toi-même ou un petit garçon différent pour essayer de le rassurer. La vie, c'est une épreuve. Tu sais jamais ce qui t'attend au coin de la rue. Tu sais pas. C'est clair. Mais du coup, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est juste l'embellir. Parce qu'il y a rien qui est facile. Être maman, c'est pas facile. C'est une charge énorme. T'en as 3, toi, en plus. J'en ai 3, mais comme je disais la dernière fois, en même temps, j'ai pas envie de me plaindre. J'ai pas non plus envie de parler de la charge mentale, même si parfois ça me rassure. Tu sais, je pense à ma grand-mère, qui était une femme d'affaires, et qui gérait 4 enfants. Wow. À l'époque, ils avaient pas de nounou, ils avaient pas de téléphone, j'avais dit ça dans une précédente interview, où en fait, quand je voulais me laisser aller et me laisser tomber, je me disais non mais tu es sérieuse, attends, il y en a qui regarde ta mère, déjà avec ma mère
Ma mère, c'est une femme qui ne s'est jamais arrêtée. Waouh. Qui ne s'est jamais arrêtée. Encore, elle a 72 ans, elle s'arrête pas. Je comprends d'où tu tiens. Je pense que c'est dans les gènes. Qu'est-ce que la toi d'aujourd'hui dirait à cette petite poupée russe qui est en plein cœur de la tornade? Jo, je sais que ce qui t'arrive, c'est pas juste. Je sais que t'as pas mérité ça, que t'as voulu faire de ton mieux, tu t'es planté, t'as pas fait les choses comme il fallait. T'as des épreuves qui sont injustes, mais avance comme tu l'as toujours fait, tu vois. Crois comme t'as toujours cru, crois en toi. T'es une personne bien, juste admets, ne déchire pas la page du cahier, tu vois. Ne déchire pas, regarde-la, analyse-la, comprends, et t'inquiète pas, je suis là dans pas très très longtemps. Ça fait du bien. T'inquiète pas, je suis là, avance un peu, tu vas me retrouver dans quelques mois. Il y a ma citation préférée qui vient de Winston Churchill qui dit « Quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer ». Je trouve ça ouf parce qu'au bout d'un moment, effectivement, le feu disparaît petit à petit. On a un peu cramé. Il y a quelque chose, il y a des traces, mais enfin, le chemin ne se termine pas là, quoi. Non, au contraire. Mais parfois, quand on est en plein dedans, on a l'impression que le chemin se termine là. Il y a des états dans la vie comme ça. Bah, ça brûle tellement, ça fait tellement mal. Tu te dis, mais pourquoi? Bah, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Regarde Job. Tu vois? Il lui a envoyé toutes les épreuves, sa famille, la maladie. Il a continué. Ouais, et puis on a beaucoup besoin de comprendre le pourquoi du comment sur le coup. Déjà, il y en a pas nécessairement toujours un palpable. Je pense à des maladies infantiles. Enfin, tu vois, il y a des choses qu'on peut pas justifier. Il y a des choses qui sont impalpables et tu peux. Ça, je pense qu'on est encore sur un autre. Exactement. On est dans un autre contexte. Exactement. Mais dans ce genre de situation, on a besoin sur le coup pour justifier l'épreuve de comprendre le pourquoi. Mais on peut le comprendre que des années plus tard, les 3/4 du temps, et c'est extrêmement frustrant. Et c'est là où c'est primordial, je crois, de faire confiance en la vie. C'est vraiment le moment le plus important et c'est le moment le plus compliqué, en fait, pour faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Confiance, ouais, mais je suis complètement d'accord. Mais parce que tu te sens démembré, tu te sens perdu, comme tu le disais, tu te sens brûlé. Donc comment tu peux avoir la foi en quoi que ce soit à ce moment-là? Mais c'est justement là qu'il faut l'avoir. C'est ça. C'est justement là qu'il faut l'avoir. J'ai eu ce réflexe, en fait, de survie. Mais je pense que je l'ai eu parce que j'avais mes enfants. J'avais mes enfants et j'avais pas envie que mon mari se barre non plus. Et j'avais mes enfants et je voulais pas qu'ils me voient dans cet état. Et puis malgré tout, je devais continuer à travailler. Je voulais pas que tout pète, quoi. Donc j'ai continué et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je fais pour reprendre confiance en moi? Et le théâtre m'a beaucoup aidée. Le théâtre, ça a été extraordinaire. Ça a été une renaissance. Je faisais 10-15 heures de théâtre par semaine. Donc, imagine, plus les salons et tout. Et j'étais encore confrontée à mes peurs paniques, ma peur de l'autre. Quand les gens me parlaient, je bégayais. Tu sais, comme ça, je bégayais, je n'arrivais même plus à donner un rendez-vous à mes clientes. Quand j'épilais les sourcils, j'étais perdue. T'avais perdu confiance en toi. Qui t'a donné l'idée de ce laboratoire de l'acteur? J'avais une amie, une cliente depuis des années, Lola Zidi, qui arrive au salon ce jour-là et qui me dit Jo, je sais que ça va pas, je sais que je te vois, t'es dans un état cata, je te reconnais pas, c'est vide, vide, ça fait mal, ça me fait mal de te voir comme ça, ton énergie elle est morte, quoi. Si tu veux, j'ai de la place pour les cours du soir au labo. Et je lui dis, mais c'est pour les professionnels, moi je veux pas devenir comédienne. Elle me dit, c'est pas grave, viens te faire du bien. Et ça a été une révélation. Alors je suis restée 1 an, parce qu'après je pouvais pas gérer ma vie. Quand même, c'est vachement bien. Et ça m'a déjà, j'étais avec une troupe géniale de jeunes extraordinaires. On faisait des méditations, on apprenait à se toucher pour reprendre confiance. Moi, j'étais terrorisée par l'être humain, je le trouvais
ignoble. Pour moi, l'être humain c'était quand j'étais dans des conversations, dans des dîners avec les gens qui parlaient de la beauté, de l'humanisme, et je leur disais, mais vous plaisantez ou quoi? L'être humain, c'est le diable. L'être humain, c'est un ramassis de haine. Quand tu donnes quand une personne peut t'achever comme ça, sans raison, parce qu'il a décidé de t'achever, comme ça, eh ben, on va t'achever. Parce que tu corresponds, parce qu'il a envie de t'achever, bam, on t'achève. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai trouvé que l'être humain était méchant, était vilain. Et en fait, grâce à ces cours de théâtre, je me suis rendu compte qu'il était pas méchant, qu'il était juste plein de tares, autant que j'en avais moi à ce moment-là, tu vois? Ouais, et puis je pense que ça a dû t'apporter aussi beaucoup de joie, et la joie, c'est l'instant présent. C'était merveilleux. En fait, j'ai vécu une renaissance. J'ai vécu une renaissance. Au moment où j'ai senti que j'allais tout perdre, parce que les chocs, les épreuves, la violence de l'être, et puis le fait que j'étais plus en contrôle en fait de rien du tout. Je comprends tellement. J'étais comme, t'imagines quelqu'un, tu sais, comme dans les films, des gens qui sont dans un abîme comme ça et qui dégringolent, et la chute, il y a une chute, mais tu t'essayes de t'accrocher, il y a rien. Il y a rien pour t'accrocher. Donc ouais, c'était une renaissance. C'est comme quand dans un puits sans fond, un abîme, tu tombes, tu sais, comme dans les films où tu vois la personne tomber. Eh ben, j'ai réussi à renaître. J'arrivais pas à voir quand est-ce que ça allait s'arrêter, mais puis bam, ça s'arrêtait d'un coup. Et là, je me suis dit, allez Joe, c'est bon. Pose-toi, réfléchis, concentre-toi, et ça va aller. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse une épreuve et qui se sent complètement nul et qui pense que ça va jamais passer? Alors déjà qu'il est pas nul, ça c'est la première chose. Je pourrais lui dire que je pourrais lui raconter ce que moi j'ai vécu. La douleur d'une petite fille, la douleur d'une maman, la douleur d'une femme entrepreneuse, la douleur d'une femme méprisée parfois ou humiliée, sans raison, valable du moins, injuste. La douleur, je pourrais lui dire qu'il faut qu'il s'accroche et que ça passe. Qu'en fait, le bonheur, c'est des petits moments. Tu vois, le bonheur, c'est des petits moments. C'est une recherche asymptotique. C'est des petits moments qui sont comme petite lumière. Tu le vis, t'en profites à fond, et puis ça passe. Mais que l'objectif, c'est de faire durer ce moment. De cumuler. De les cumuler pour que la vie soit un beau moment. Tu sais qu'il y a une étude qui me plaît beaucoup qui est sortie sur l'espérance de vie, et les gens qui vivent le plus longtemps et en forme mentale et physique, c'est ceux qui cumulent le plus de petits instants positifs dans leur journée. Et je pense beaucoup, moi j'ai un chien, je le promène dans la rue, j'ai des petits sourires, des gens qui vont me parler. Et ça, c'est des petits trucs que tu cumules. Alors, ta journée, elle est peut-être pas parfaite, mais ces petits trucs-là, c'est vraiment ce sur quoi faut se rattacher, quoi. Ah, mais je suis complètement d'accord. Quand j'ai une cliente, par exemple, je peux arriver, je suis de mauvaise humeur. Bon, je suis de mauvaise humeur parce que... Ça arrive, hein. Voilà, j'ai mon gosse qui a une mauvaise note, parce que comme aujourd'hui, j'ai oublié d'essayer la nounou, je me dis comment je vais faire. J'ai ma cliente qui arrive, je lui fais une épilation des sourcils, elle me regarde, elle sourit, elle me prend dans ses bras. On va dire 80% des clients qui me prennent dans leurs bras ou qui pleurent. Et ben, ça me fait ma journée. Donc, imagine combien de sourcils je fais, combien de fois on me prend dans les bras, et combien j'ai de pleurs de joie et de bonheur. Oh là là. Donc, à quel point ça peut me rendre heureuse. La journée n'est pas finie. Je rentre à la maison, j'ai mes boules de bonheur, mes petits-enfants qui sont là, qui sont trop mignons. Voilà, j'essaye de cumuler ce bonheur. J'essaye de faire abstraction de la blessure. Tu vois, je sais qu'elle est là. Je sais qu'on a tous des blessures. Je sais qu'on a tous mal. Je sais que on a tous un truc qui nous écorche. Quand on atteint un certain... En fait, à tous les âges, on a toujours quelque chose qui nous
Mais enfin, on peut pas avancer avec ça. Ben enfin, tu peux pas avancer avec une blessure. Non, mais vraiment. Oui, c'est vrai. Enfin, ma place, c'est moi qui vais me la donner, ma place. Amen. Tu vois, ma place, je vais me la créer. C'est idéal en plus quand tu veux devenir entrepreneuse d'avoir un pas de côté, quoi. D'avoir ton truc à toi, ta différence. C'est tout ce qu'on demande à quelqu'un qui crée son entreprise. Et la différence d'une personne, tu sais, c'est sa richesse. Ah ouais, à fond. La différence, c'est ce qui va lui donner des ailes, c'est ce qui va pouvoir lui permettre de regarder la vie avec une dimension un peu différente. Tu vois, sans juger. Toutes les épreuves que j'ai eues, elles m'ont détruite, elles m'ont cassée. Et franchement, je sais pas comment je tiens. Mais je tiens parce que je crois et que je suis sûre que ça sera encore mieux après. Et que t'aimes la vie, ça se voit. Ça se voit. Qu'est-ce que j'aime la vie. Moi, je pense que c'est une belle conclusion, ça. Que dire de plus? C'était une histoire très émouvante et très puissante et ouais, ta générosité dans ce que tu racontes, dans ce que tu dégages. Donc, bravo, vive les Jardins de Nana et longue vie surtout. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.